dans ce film, qui est très très fidèle à l'histoire. Ils ont reconstitué la salle de rédaction du Washington Post. C'est qu'en fait, ça démystifie derrière le mythe du journaliste d'investigation qui s'attaque au cœur du pouvoir. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a un gars qui fouille dans ses poches pour sortir des bouts de papier. On a des gens qui frappent à des portes de témoins. On a un travail sur le recoupement. On a la relation avec un patron de rédaction. Est-ce qu'il vous soutient? Est-ce qu'il vous soutient pas? Bref, on a l'artisanat du métier. Et même si aujourd'hui, évidemment, des techniques sont différentes en termes d'archives, on n'a pas besoin d'aller prendre plein de bottins pour trouver des numéros de téléphone comme on le voit. On a évidemment toutes sortes d'autres moyens, mais notre façon d'enquêter est la même. Et c'est cet artisanat. Il y a un moment, quelqu'un, je crois que c'est Ben Bradley, qui dit le puzzle. Est-ce qu'on a un puzzle? Est-ce qu'on a constitué un puzzle? On fait pièce par pièce. Et quand vous regardez la dynamique de cette histoire telle qu'elle s'est passée, pensez à d'autres histoires récentes, dont le journal qui, depuis 15 ans, fait les principales révélations dans notre pays, a pu les vivre. Pensez au démenti de Nicolas Sarkozy sur nos documents dans l'affaire libyenne. Le procès a lieu en janvier prochain. Comment nous aurions publié un faux, vous vous en souvenez peut-être, c'était en pleine campagne présidentielle, en 2012. Donc ce document, comment on l'a recoupé, comment on a tenu bon face à cette bataille, et comment évidemment aujourd'hui Nicolas Sarkozy est renvoyé pour association de malfaiteurs dans ce procès qui va durer 4 à 5 mois, après avoir été déjà condamné 2 fois en appel dans d'autres dossiers, dossier Buismuth et le dossier Big Malion, et être également, ça il n'y a pas ça dans cette histoire, mais il est aujourd'hui mis en examen à nouveau pour association de malfaiteurs dans la fausse rétractation de Ziad Takieddine avec la complicité de BFM et les manipulations d'une communicante qui s'appelle Mimi Marchand, qui a même fait de la prison à cette occasion. Mais pensez à une autre affaire qui ne concerne pas la droite mais la gauche. Rappelez-vous l'histoire du comte suisse de Jérôme Cahuzac. Rappelez-vous les 4 mois de bataille et démentis. Et on avait tout un monde politique, tout un monde médiatique contre nous. Et il a fallu tenir bon. Et alors c'est sur un temps moins long, mais c'était une enquête du même genre. On est troublé par un choix que fait Jérôme Cahuzac quand il devient ministre du budget. Avec Fabrice Arfi, on en discute et on se dit mais il faut s'intéresser à ce bonhomme. Et Fabrice Arfi commence à tirer un fil, apprend quelque chose. Et nous n'avons pas de preuves selon lesquelles il aurait un compte non déclaré en Suisse. Après, il y a 4 mois d'enquête pour arriver à avoir la pièce. La pièce, c'est un enregistrement sur un téléphone, un répondeur en l'occurrence, parce qu'il avait mal raccroché. Et nous avons cet enregistrement. Quand nous décidons de publier, en l'occurrence, je suis le Ben Bradley, c'est moi qui décide de publier, c'est le responsable qui décide si on a suffisamment de choses pour y aller. Et comme vous vous souvenez, on sort ça un mardi et le lendemain, Jérôme Cahuzac est à l'Assemblée nationale et dit ni aujourd'hui, ni hier, jamais. Et puis après, il va dire les yeux dans les yeux, etc. Et après, on sort l'enregistrement sonore et comme vous savez, le milieu médiatique va dire mais c'est la voix de Donald Duck, on ne sait pas qui c'est, etc. Et comme vous savez sans doute, c'est une bataille qu'on a menée puisque j'ai interpellé le procureur de la République et il y a eu une enquête préliminaire et qui a conclu à l'ouverture d'une information judiciaire sur la base de l'offre de preuves, simplement comme un procès de presse, qu'est-ce qu'on avait entre les mains, et qui évidemment a fait tomber le mensonge et a provoqué un dénouement. Donc ce qui m'intéresse dans ce film, c'est que sur une histoire qui est mythique du journalisme d'enquête, et après je vais revenir sur la culture américaine sur ce point de vue,
En même temps, dans son rythme, c'est pas un film d'espionnage, c'est pas un film d'action. Tout se passe là, on a des gars sur une machine à écrire, on a cette salle de rédaction, un monde très masculin, hein, comme vous avez pu vous en apercevoir, y compris avec la manipulation de la consoeur qui a... On est dans le monde de Washington, hein, donc dans le monde où le journal institutionnel au cœur du pouvoir, qui connaît, Brent Bradley connaît, tous ces gens font des carrières, qui se fréquentent, ils se parlent, il a un moment un smoking, il va à une soirée, on est dans la bonne société de Washington. Alors il y a par ailleurs un élément important, hein, qui est la culture démocratique qui peut accompagner ça. Alors ça n'empêche pas toutes les manipulations, ça n'empêche pas toute l'utilisation des mensonges, et on en a vu des bien pires, y compris qui ont été des mensonges médiatiques. D'ailleurs, le Washington Post et le New York Times sont tombés dedans au moment de la guerre d'Irak. Mais il y a deux choses qui sont à souligner en termes de culture démocratique, qui est, à un moment, il parle de la Constitution, hein, et aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le Premier Amendement, le First Amendment, qui garantit la liberté de la presse, qui fait qu'on ne peut pas aller contre, à un moment, le porte-parole de la Maison-Blanche parle de free press, hein. C'est une valeur suprême, hein, qui fait qu'aux États-Unis, par exemple, vous le voyez en termes de questionnement, et c'est toujours vrai, il y a beaucoup plus d'accès comme un principe, comme une culture. Ça n'empêche pas qu'on essaye de tricher, hein, et de manipuler les journalistes, mais il y a une culture démocratique qui fait qu'on doit répondre. On doit répondre. Il y a un Freedom of Information Act, il y a un accès tout à fait direct aux documents publics. Les agendas d'un président de la République peuvent être connus. Nous ne sommes pas du tout dans cette culture-là. Nous sommes paradoxalement, par rapport à la façon dont nous nous voyons, nous sommes sur ces questions-là dans une culture démocratique beaucoup plus limitée, de faible intensité, qui fait que, bon, vous le voyez bien, comment sont interrogés les politiques, comment on ne repose pas la question. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu, puisque cela me concerne, quand j'ai traité j'ai ébranlé une présidence qui s'appelle la présidence de François Mitterrand. J'ai révélé l'histoire du cabinet noir qu'il avait créé, la cellule de l'Élysée, avec toute une culture d'espionnage, dont d'ailleurs je n'ai pas eu tous les éléments, mais j'en ai révélé beaucoup, jusqu'à l'affaire, ce qu'on a appelé l'affaire des écoutes de l'Élysée, dont j'ai été une cible, mais il y en a eu bien d'autres. Et si vous vous en souvenez, à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tous les médias. On est en 93, mes écoutes sont révélées, et François Mitterrand, c'était législative, est interrogé par des journalistes de la télévision publique belge. Ils sont dans son bureau, et ils sont belges. Et du coup, il lui repose 4 fois la même question, 5 fois, à tel point que François Mitterrand, qui ment comme un arracheur de dents, l'Élysée n'écoute personne, etc., finit par quitter son propre bureau. Messieurs, je ne pensais pas qu'on allait tomber si bas. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc cette séquence télévisuelle de la RTBF, eh bien, elle n'a pas traversé la frontière. Et elle n'a été diffusée sur des télévisions françaises qu'après la mort de François Mitterrand. J'ai révélé l'affaire Greenpeace, qui mettait en cause François Mitterrand. Il n'y a jamais eu de question posée à François Mitterrand sur cette affaire, sur son implication dans cet attentat fait contre le navire amiral de l'affaire Greenpeace. Ce qui m'amène à une autre question, qui est une question très importante quand je vous parle de culture démocratique. C'est résumé à la fin du film, donc c'est une enquête très longue, hein. Ça commence en 72, enfin ça dure sur 2-3 ans pratiquement, avec ce follow de Monet très célèbre, hein. Il faut suivre follow de Monet, c'est toujours suivre la piste de l'argent pour remonter, et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait dans l'affaire libyenne, dans l'affaire Big Malion. À chaque fois on trouve des dépenses de campagne électorale bien supérieures à ce qui est autorisé. Et là, dans la culture démocratique, il y a quelque chose de très important. Aux États-Unis, quand il y a une affaire qui met en cause un peu le président des États-Unis, c'était le cas dans l'affaire Monica Lewinsky d'ailleurs, qui est une toute autre affaire, un mensonge sur une fellation et sur une relation sexuelle dans le bureau présidentiel de Clinton avec Monica Lewinsky. Et c'était un procureur républicain acharné à détruire le démocrate Clinton. Mais le procureur spécial
Donc, dans ce cas-là, on nomme un procureur spécial. Dans le cadre de l'affaire qui est là, avec ce Nixon qui était un vrai méchant et un vrai habile et un vrai tordu, vous allez comprendre pourquoi pour la suite, ce procureur spécial, il est chargé de tout ça, de ce dossier, voilà. Mais c'est un copain de Nixon. Il a été nommé parce qu'on nomme des juges à la Cour suprême, on nomme des gens qui sont proches, comme en France, le président de la République nomme beaucoup de gens qui lui sont redevables. Et là, il se passe quelque chose, et qui renvoie à la culture démocratique. C'est que ce procureur spécial, quand l'affaire se développe, à un moment, il est pris entre deux loyautés. Sa loyauté à Nixon, dont il est proche, et sa loyauté à la culture démocratique dont il dépend. Et bien, ce procureur spécial, il va choisir la loyauté à la culture démocratique. Et c'est comme ça que, à partir d'une info dans la presse qui dit que Nixon enregistre dans son bureau à la Maison-Blanche, dans son bureau ovale, enregistre les conversations, enregistre les rendez-vous qu'il a, que ces bandes vont être saisies. Et que ces bandes vont révéler tous les mensonges de Nixon. C'est-à-dire des bandes son. Voilà, c'est comme si on pouvait enregistrer le président Macron, savoir comment il a enregistré. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a cherché dans l'affaire libyenne. On pense que Kadhafi enregistrait les conversations qu'il avait dans la boîte. Il y avait toujours une petite boîte, et on a cherché, on n'a pas trouvé. Il y a peut-être des destructions de preuves. Les bandes des rencontres en tête-à-tête entre Kadhafi et Sarkozy. Ces enregistrements, c'est une piste. Bon. Là, en l'occurrence, il y a un procureur spécial, il l'a trouvé. Alors pourquoi je vous raconte ça? C'est que, par exemple, dans l'affaire de la cellule de l'Élysée et de ce cabinet noir, il y avait une personne qui venait d'être nommée sur une autorité indépendante de contrôle des interceptions de sécurité, un type formidable, un homme qui est du côté de l'état de droit, nommé par Mitterrand, donc une figure de la gauche. Et lui, il a fait l'inverse. Il a choisi la fidélité à François Mitterrand. C'est comme ça que pour nous, j'ai continué, j'ai sorti l'affaire, j'ai porté plainte, et puis on a réussi à mettre la main sur les archives. Il y a eu des règlements de compte entre eux, comme ça se passe souvent dans cette histoire, et qui fait que tout ça est public, et je l'ai raconté. Mais ce monsieur, qui était une belle figure, il a préféré choisir le service du prince, alors qu'il aurait pu écrire tout ce qui est à l'Élysée, ce cabinet noir est illégal. C'est pas des gens qui ont outrepassé le pouvoir du président, c'est le président lui-même. On l'a su par le témoignage de Jacques Attali. Les écoutes illégales de l'Élysée étaient apportées tous les soirs, puisque Attali avait son bureau dans lequel les gens pouvaient passer, et étaient apportées à François Mitterrand lui-même, qui les lisait, qui annotait. Comme j'ai dit souvent, il savait plus de choses sur nous que nous sur lui. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que cette histoire symbolique de ce journaliste d'enquête, c'est en même temps, vous voyez comment, c'est un journalisme artisanal. On fait des additions, on ferme des portes pour voir si on s'est trompé, on vérifie, on recoupe, on cherche une pièce de puzzle qui manque, et on se dit, tiens, c'est celle-là qu'il faut chercher. Et la figure de Deep Throat est une figure assez classique dans ces cas-là. Deep Throat, alors c'est pas souligné dans le film, c'est qu'à l'époque il y avait un film pornographique qui avait un grand succès, Gorge profonde, et donc ils l'ont nommé ça. Et moi j'ai repris cette tradition, j'ai souvent dit et transmis dans le travail d'enquête qu'il faut toujours faire attention. Les sources les plus confidentielles, il ne faut jamais les trahir. Et donc il ne faut surtout jamais les appeler par leur nom. C'est-à-dire même, parfois on tait leur identité, mais parfois on a des sources qu'on connaît, parfois et moi j'ai toujours essayé de travailler en tandem, comme ils font, parce que je pense c'est un collègue vous corrige, et je l'ai fait notamment avec un collègue pendant une grande époque au Monde qui s'appelait Georges Marion, enfin qui s'appelle toujours, il vit toujours, et d'ailleurs c'est ce que j'ai transmis à Mediapart, où il y a la signature collective, et il y a tout un travail toujours collectif, où c'est le collègue qui vous dit attention, tu es sûr, etc. Mais j'ai transmis aussi l'idée qu'il fallait toujours donner des pseudonymes aux sources les plus importantes, au cœur de l'appareil d'État, et les appeler. Et moi, j'ai eu une source, comme Bob Woodward
j'ai oublié la fonction qu'avait exactement celui qu'ils ont appelé gorge profonde, mais quand il est décédé, ils ont dit que c'était lui. Et moi, j'ai eu une gorge profonde que j'appelais le consul. Je l'appelais le consul, c'était une référence littéraire à un roman qui m'avait beaucoup marqué, Au-dessous du volcan, Under the Volcano, de Malcolm Lowry, dont le héros est un consul britannique qui aime bien le whisky. Voilà. Et en fait, j'avais une source au cœur de l'appareil d'État, qui n'était autre que quelqu'un qui était un personnage, hein, qui était un très haut fonctionnaire, et qui en fait s'est retrouvé directeur général de la police nationale. Voilà. Et c'était un personnage très indépendant, qui pensait qu'il fallait protéger l'État, y compris des politiques, parfois quand les politiques font les imbéciles. Il fonctionnait exactement comme Deep Throat. Là. Il faisait de la maïeutique. Il ne venait pas vous dire, tiens, voilà, j'ai une info pour vous. Il ne vous manipulait pas au sens où il vous donnait quelque chose à manger. Il vous disait, il faut travailler. Je me souviens très bien, au moment de l'affaire Greenpeace, il m'a dit, Plenel, vous avez mal travaillé. Là. Vous n'y êtes pas. Il faisait une maïeutique. Alors après, vous alliez le voir, vous alliez travailler, et puis vous posiez des questions exactement comme ils font pour recouper. Mais avec lui, ça commençait un dîner à 9h du soir, ça finissait à 2h du matin, ça commençait au whisky pur malt, c'était après du Cahors, il aimait beaucoup le Cahors, ça continuait à l'Armagnac, et après, comme il était du Nord, il rinçait à la bière et il repartait. Et donc, et là, pas question de sortir son calepin, parce que ça, donc il fallait des moyens mnémotechniques pour essayer de retenir les 2, 3, 4, parfois 5 au maximum petites choses qu'on avait trouvées. Et donc il s'appelait Pierre Verbruch, ses enfants m'ont remercié quand il est décédé, je l'ai outé, comme on dit aujourd'hui. Le consul a été une figure qui a été très importante, et c'est ce genre de sources, sont des sources hors pair, qui jouent leur propre liberté. Hein. Ils ont leur propre... ils vous sont pas redevables, et de toute façon, une bonne source, si une source un jour vous ment sciemment, il faut couper, ce n'est pas une bonne source. Hein. Une source, c'est quelqu'un c'est une relation de confiance, c'est une relation de respect mutuel, et ce genre de profil, alors je n'avais pas des rendez-vous dans des parkings, là, voilà, enfin ça, c'est la mythologie avec l'imperméable et caché comme ça, mais voilà, ça, c'est important. Donc voilà ce qui m'intéresse pour répondre à la question. Bon, ce film est mythologique sur l'histoire du journalisme d'investigation, d'enquête, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est justement la banalité, hein, que montre ce film du travail de journaliste. Paranoïaques ont des ennemis, hein. Non, donc non, mais bon, moi j'ai, comment dire, je suis pas du... Voilà, je ne vais pas en rajouter là-dessus. Je pense que la meilleure protection, elle est collective. Bien sûr qu'il y a des menaces, bien sûr qu'il y a des surveillances, bien sûr qu'il y a... Comme vous savez, ce téléphone-là a été victime du logiciel Pegasus. Hein, voilà, c'est passé par le royaume du Maroc. Du coup, je ne peux pas trop aller au Maroc. Pas grave. Mais voilà, donc bien sûr que il faut... Moi, j'ai une vieille règle. Hein, je ne mets pas tout sur cette machine. Par exemple, mes mails ne sont jamais sur cette machine. Je ne mets pas tout sur le même... Parce qu'on peut infiltrer cette machine dans les nouvelles technologies. Et j'ai gardé voilà, une très vieille tradition. Hein, vous voyez, c'est des petits gribouillis comme ça, hein, et que je déchire après, et que j'efface. Du coup, je ne suis pas très mémorialiste. Bon, voilà, c'est des ruses... J'ai vu une formule du consul, justement. Hein. Les Russes sont médiocres, mais les secrets sont bien gardés. C'est la première phrase du livre La Pardon que j'avais faite pour raconter tout ça en 92. Donc voilà, donc là, par rapport aux menaces qui existent, hein, mais je serais journaliste russe, je serais soit assassiné, soit en prison, soit en exil. Donc c'est quand même pas la même situation. La meilleure protection, c'est le collectif. Et ce qui est très bien mis en scène dans ce film, avec ce personnage qui est très bien joué, de Ben Bradley, c'est le soutien de la chefferie. C'est le chef qui vous challenge, qui vous discute, mais qui vous soutient. Ça, c'est essentiel. Quand j'ai fait le petit livre que j'ai fait, quand j'ai achevé mon enquête sur l'affaire Greenpeace, c'est une vidéo que vous pouvez retrouver, elle est en accès libre, puisque comme un vieux shérif, j'ai réussi à obtenir la confession
de l'agent secret, un nageur de combat qui a fait sauter le bateau, le colonel Kister, qui est devenu un ami, qui a le même âge que moi, qui était de l'autre côté, du côté du secret. Et au bout de 30 ans, voilà, on a réussi, on a fait cette confession d'1 heure sur Mediapart et ses excuses au peuple néo-zélandais, puisque l'attentat de Greenpeace a beaucoup blessé la Nouvelle-Zélande et aussi tué un photographe, un journaliste. Et quand j'ai fait ce livre, qui s'appelle La Troisième Équipe, qui est réédité en poche, puisque c'est ce livre qui a provoqué l'outing du colonel Kister. Tout ça était donc en 2015. Quand j'ai fait ce livre, j'ai rendu hommage à 2 personnes qui ne sont plus de ce monde. Et si vous avez été longtemps ancien lecteur du Monde, ces noms ne vous diront rien. Ils s'appellent Pierre Trait et Jean-Maurice Mercier. C'était mes chefs. Voilà. Et c'était des chefs à l'ancienne. C'était des canardiers venus de la presse populaire. Ils étaient cravatés, là, puisque c'était ce monde-là encore. Ils étaient un peu brusques, mais en fait, avec une très grande élégance, et notamment sur la lecture des papiers, sur le style. Et c'est ces gens-là qui on ne partageait pas du tout un itinéraire commun, ils n'avaient pas été trotskistes dans leur jeunesse, et d'autres choses qu'on pourrait citer, mais voilà, c'était des canardiers. Et Pierre Trait et Jean-Maurice Mercier ont été vraiment des... Voilà, ces soutiers là, qu'il y a dans les bons... Voilà, dans ces journaux, il y a les signatures qu'on repère, mais il y a derrière tous ceux qui sont aux cuisines, qui font que ça tienne. Voilà. Et mes meilleurs moments, dans mon moment de journaliste enquêteur actif et pas de patron de rédaction ou de journal, ça a été avec ces 2 personnes qui étaient pas des vedettes, mais et c'est ces gens-là qui allaient à la conférence des hommes debout du monde défendre mes enquêtes, défendre mes scoops. J'étais jeune comme eux, au moment de Greenpeace, je vais avoir 33 ans, je suis inconscient. Et en fait, je m'attaque à la présidence de la République, au ministère de la Défense et au service secret, et ça va provoquer la démission d'un ministre de la Défense et d'un chef des services secrets. Je suis inconscient de ce que je fais. Et je suis d'autant plus inconscient que depuis, les écoutes l'ont montré, j'ai tous mes comptes rendus d'écoute. Ils ont été trouvés dans le dossier de l'affaire des écoutes. Tous ces gens-là ont été condamnés, et Mitterrand post-mortem, j'allais dire. Et donc, ce qu'on voit, quand je dis les Russes sont médiocres, c'est que par exemple, mon téléphone fixe, on était à l'époque ces téléphones, jamais le consul n'apparaît. Jamais mes sources importantes n'apparaissent. Faut faire les choses élémentaires comme ça. Et c'est là que se construit un rapport de confiance. Les bonnes sources ne sont pas les gens qui pensent comme vous, ne sont pas des gens qui sont semblables à vous, c'est les gens qui partagent quelque part une sorte d'horizon, puis elles peuvent avoir des motivations. D'ailleurs, c'est posé à un moment, est-ce qu'ils ont un règlement de compte, est-ce qu'ils ont un conflit financier, un conflit sexuel, c'est dit à un moment. Bon, les sources, il faut connaître leurs motivations, il faut savoir pourquoi elles acceptent de vous dire des choses. Question de limitation, c'est ce que vous avez sous les yeux, c'est la première bataille perdue sur l'indépendance économique. La crise du monde, je crois qu'il faut couper l'un des micros. La crise du monde, elle est liée à la perspective d'une perte de l'indépendance économique. Je démissionne de mes responsabilités pour mener cette bataille, je la perds, et tout ça étant lié au fait qu'à l'époque, en plus, il y a une grosse campagne parce que, évidemment, je suis incontrôlable et je dérange toutes sortes d'intérêts. Et du coup, même s'il y a des très bons journalistes, y compris ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, sont des gens avec qui j'ai travaillé ou que j'ai embauché, mais il y a une normalisation, quelque part, qui fait que... Et d'ailleurs, il suffit de se dire que depuis 15 ans, nous avons redonné du courage à beaucoup, et beaucoup d'émissions, d'enquêtes, et d'autres journaux se sont créés, mais globalement, les grosses investigations, même si dernièrement il y a eu ce qui s'est passé sur les EHPAD ou ce qui s'est passé sur les crèches là, avec Castanet, les grosses investigations et les grosses révélations à dimension politique, la plupart sont venues de Mediapart. Voilà, et avec jusqu'à toutes les affaires y compris
là, je voyais l'ancienne ministre de la Santé qui est députée, qui était pharmacienne, a fait un plaidé coupable. C'est nous qui avions révélé ces rapports avec les laboratoires Urgo, comme la ministre Oudéa Castéra. C'est nous qui avons... Je prends des petites affaires, hein, mais sur Stanislas et l'enseignement privé, ce qui a permis de poser la question de tout ce séparatisme social qu'il y a autour de l'enseignement privé, et d'autres affaires évidemment beaucoup plus sensibles. Donc, je mets à part ce côté qui est un autre débat, donc qui est la prise en main très particulière en France de l'ensemble des médias privés par des intérêts financiers extérieurs à nos métiers, et qui vous laisseront faire du bon journalisme tant que ça ne dérange pas leurs intérêts et les intérêts de ceux qui les servent. Et ça a une incidence évidemment sur la normalisation un petit peu du paysage médiatique. Mediapart a dû, et j'ai dû faire beaucoup de tam-tam pour que nos informations soient reprises. Aujourd'hui, elles le sont plus, hein. Mais ça a été une bataille. Et parfois, il a fallu résister même à des campagnes de désinformation. Je vous rappelle que quand même, au moment je vous parlais de l'affaire Cahuzac, il y a un moment une une du JDD, Cahuzac blanchi. Ils avaient posé des mauvaises questions. C'était M. Moscovici. Ça a été issu d'une réunion entre François Hollande, Moscovici, Cahuzac et Jean-Marc Ayrault. C'est pour ça que Jean-Marc Ayrault s'est débiné pour ne pas témoigner devant la commission d'enquête. Et donc, alors qu'il y avait cette enquête préliminaire, ils ont posé des mauvaises questions à l'UBS, qui a répondu, évidemment, non, il n'y a rien. Voilà. Et il a fallu tenir bon, hein, pendant tout un week-end de déferlement médiatique, vous vous êtes trompé, etc. Et là, il faut faire la torture romaine, il faut que celui qui a donné le feu vert, c'est comme un pilote d'avion, est-ce qu'on décolle ou pas, il assume, et il faut se poser les bonnes questions avant, hein, faut faire tout ça. Mais vous avez pas prononcé un mot qui est très important, qui est l'impact. Moi, quand on a créé Mediapart, j'ai défendu l'idée de ce qu'on appelle, nous, le journaliste d'impact. C'est-à-dire, il y a un journaliste d'enquête qui est un journalisme fainéant pour moi. C'est facile de connaître des avocats, et sur un dossier sensible, d'avoir de la part d'une partie des pièces d'un dossier d'instruction judiciaire. Et donc de dire, voilà, donc je fais un scoop parce que je raconte ce qu'il y a dans un dossier judiciaire. C'est fastoche, ça. C'est pas de la vraie enquête, hein. Voilà. Et souvent, d'ailleurs, ça crée des liens de dépendance entre des journalistes et tel avocat. Donc moi, j'ai défendu l'idée, on va faire un journalisme où on va sortir des infos que personne n'a, y compris la justice. Et c'est ce que nous avons fait. Quand Fabrice Arfi, ses premières révélations sur l'affaire Karachi, il révèle un dossier que le juge Trévidic n'a pas et qu'il va trouver. Quand nous faisons Sarkozy-Kadhafi, personne n'a. C'est nous, tout seuls. Et la justice va ouvrir nos premières révélations commencent en 2011. L'information judiciaire n'est ouverte qu'en 2013. Cahuzac, pareil. C'est nous qui portons. Et je pourrais dire pareillement, ça vaut dans d'autres domaines, y compris des domaines sociétaux, par exemple les violences sexistes et sexuelles, où nous portons. D'ailleurs, M. Molins, qui est un procureur plutôt très estimable, s'est expliqué dans ses mémoires, parce que dans nos révélations, on a mis en cause aussi la façon dont la justice avait très très peu de moyens sur les violences sexistes et sexuelles. Et donc, notamment Adèle Haenel, chez nous, après nos révélations, avait interpellé la justice en disant « mais on n'a pas confiance hein ». Et il ne faut pas oublier que c'était une scène presque cinématographique. Et là, on en revient à la culture française, où beaucoup des histoires que je pourrais vous raconter auraient pu donner plein de films. Aux États-Unis, il y a une filmographie sur le journalisme comme héros, parfois malheureux de la démocratie, qu'il n'y a pas en France. Il n'y a pas. Il y a des clichés, mais il n'y a pas du tout ce travail très méticuleux et pas raconté. Et là, quand on avait révélé les premières révélations qui précédait le MeToo mondial, c'était sur Denis Baupin, qui était parlementaire écologiste, et il nous a poursuivis en diffamation. Il nous a poursuivis en diffamation en poursuivant celle qui avait témoigné. J'avais dit, écoutez, sur une affaire comme ça, c'est moi qui obtiens la première information et qui demande aux journalistes de travailler dessus. Mais je dis, mais sur ces affaires-là, ça ne peut pas être parole contre parole. Donc, il faut que ce soit systémique. Ça ne peut pas être un dérapage d'une fois. Donc, il faut me trouver 10 témoignages. Si vous en trouvez 10, et j'en veux au moins 5 on. C'est les mêmes pratiques. J'en veux au moins 5 on. Finalement, on en a 8. On en a eu 5 on et 3 qui nous ont signé une attestation en disant, s'il y a procès, on est prêt à témoigner. Et
D'abord, on le fera anonymement. Et puis on sort l'affaire, il nous poursuit, et il poursuit les 5. Et ça a été une semaine épique de procès, où il n'est pas venu. Hein. Et en plus, d'autant plus épique qu'au moment où je dépose, puisque l'auteur principal en droit français, c'est le directeur de publication, c'est le moment où, pendant que je dépose, on vient juste, au moment où je vais déposer, de m'annoncer qu'il y a une perquisition en cours dans l'affaire Benalla, à Mediapart, qu'ils essayent de perquisitionner. Et là, donc, on avait révélé des audios, pareil, hein, qui révélaient comment Benalla violait son contrôle judiciaire et trafiquait avec des Russes alors qu'il était à l'Élysée. Enfin bref, voilà. Donc moi, je défends ce journaliste d'impact. C'est pour moi le meilleur, qui est compliqué, hein, parce que parfois, on est tout seul, du coup, on va les premiers, du coup, la justice, on la bouscule, mais voilà, et après, la justice, c'est pas une science exacte. Hein. Après, tout présumé innocent qui peut être coupable potentiellement a le droit de se défendre et a le droit d'avoir les meilleurs avocats. Hein. Les faits peuvent être vrais, et ils peuvent s'en sortir après. Et donc, je raconte ça, dire Mediapart a fait quelque chose qui c'est pas venu de moi, c'est l'équipe. Hein. Au moment où j'ai passé la direction, ils ont proposé de faire un podcast qu'ils ont appelé Une vie d'enquête. Et oui, moi je suis arrivé les mains dans les poches et eux avaient bossé, Michael Hachdenberg et Pascal Pascariello, et ils m'ont vraiment passé à la question. Donc il y a 10 épisodes. On n'a pas mis l'affaire Sarkozy-Kadhafi, donc il y a 4 épisodes, c'est les enquêtes que j'ai faites au Monde. Il y a 2 épisodes sur toutes les polémiques, parce que Dieu sait si on se trimballe des noms d'oiseaux dans notre paysage dans ces cas-là, des calomnies, etc. Et puis 4 épisodes ensuite qui sont sur les affaires de Mediapart. Mais par exemple, j'ai redécouvert à cette occasion, c'est Lénaï Bredou qui l'a transmis, qui s'était occupé de ça, le mail que j'ai envoyé le dimanche soir. Le dimanche soir, on a un mail collectif à toute l'équipe de salariés de Mediapart, et j'avais totalement oublié que le dimanche soir, tout seul, chez moi, j'ai envoyé un mail à l'équipe en disant, tout le monde n'était pas au courant, hein, demain... Alors l'article est ce qu'on appelle en attente de validation dans le back-office. Demain matin, on va publier une enquête sur l'affaire Beaupin. Et j'expliquais, je dis, écoutez, ce mail, pour moi, ces informations, c'est comme l'affaire Cahuzac. On peut faire tous les rapports qu'on veut sur l'évasion fiscale, mais à partir du moment où vous prenez la main dans le sac, le ministre du budget lui-même, ça a un impact déflagratoire sur l'importance de la lutte contre l'évasion fiscale et contre la richesse détournée des nations. Et je dis là, écoutez, ce qu'on va sortir là, et c'était avant le MeToo mondial, ça va mettre à l'agenda de la société la question des violences sexistes et sexuelles. C'est cet impact-là. Et j'avais même oublié que j'avais fait un long mail pour dire, on fait pas n'importe quoi, là, sur un autre domaine qui touche en plus à l'intime, qui touche dans cette zone grise, sur lesquelles beaucoup ne voulaient pas toucher. C'est la vieille formule du canard enchaîné, nos curiosités s'arrêtent à la chambre à coucher, mais la chambre à coucher, il peut se passer des choses qui posent problème et qui relèvent de l'intérêt public, et puisque c'est le critère. Et j'avais fait ce mail. Et si vous êtes abonné à Mediapart, ou si vous avez des amis qui sont abonnés à Mediapart, puisqu'ils peuvent transmettre et partager, ces podcasts sont très intéressants à écouter. Le premier est en accès libre, c'est sur l'affaire des Irlandais de Vincennes. Puis le deuxième est sur le cabinet noir. Et c'est vraiment très... Enfin, moi, c'est pas parce que c'est moi qui parle, il n'y a pas que moi. Mais ce qui est intéressant, c'est parce qu'ils m'ont fait déplier un peu le tâtonnement, comment on travaille, les coups de bluff aussi. Voilà. À un moment, ça les avait étonnés. Je raconte comment je bascule sur les affaires de police à l'été 82. Et c'est parce que c'est le mois d'août, il n'y a pas grand monde, et il y a des attentats terroristes à Paris, dont le terrible attentat antisémite de la rue des Rosiers. Et donc je suis permanencier quelque part, donc je vais sur le terrain, c'est pas du tout les dispositifs policiers d'aujourd'hui, je m'approche, etc. Puis après, il faut essayer de savoir ce qu'a la police. Voilà. Donc je sais que le numéro 2 de la brigade criminelle, c'est celui qui est en charge, au 36 du quai des Orfèvres, on était encore au temps de Simon, j'allais dire, et de la tour Pointue. Bon, je prends le téléphone, comme c'est le téléphone standard là, de la brigade criminelle, on a des petits annuaires. Allô, passez-moi Cancès. Ça s'appelait Claude Cancès. Allô, passez-moi Cancès. Et là, oui, je vous passe tout de suite.
Et j'ai le commissaire Cancès, il dit « Mais comment vous êtes arrivé jusque-là » Voilà, c'est comme ça. Voilà, les Russes sont médiocres, mais les secrets sont bien gardés. C'est pour ça qu'il faut être un peu finach, un peu... Voilà. Et le recoupement, c'est exactement aussi comme ils disent. Hein. Parfois, il y a une source, on lui dit « Vous allez trahir aucun secret, mais si j'écris ça... » Bon. Vous me dites oui, non, voilà, vous me dites voilà, blanc ou noir, ça brûle, voilà, et ça, cette pratique-là existe et elle est importante. Donc voilà, je défends ce journaliste d'impact qui permet de mettre à l'agenda de la société des questions qu'on ne verrait pas. Rappelez-vous, alors parfois, hein, ça dérange notre propre public. Hein. Rappelez-vous, et Dieu sait si c'est une longue traîne, la question de la pandémie et du Covid, puisque ça a frappé tout le monde, et puis ça a créé beaucoup de troubles avec la gestion autoritaire par le pouvoir politique. Nous avons sorti une information, pareillement, c'est moi qui en ai été le premier dépositaire, mais le fait d'avoir la piste, hein, tirer le fil, ça ne veut pas dire qu'on peut le publier. Donc j'ai embêté pendant des semaines, au tout début de la pandémie, l'équipe de Mediapart, on était en visio, hein, on avait un immeuble virtuel, hein, et voilà, l'affaire des masques. J'avais l'info selon laquelle les stocks stratégiques de masques avaient été détruits, et c'est pour ça qu'on avait la porte-parole de l'Élysée qui dit je sais pas à quoi ça sert, etc. Et c'est pour ça ils ont voilà, on appelle ça stock stratégique justement parce qu'il ne faut pas être dans une logique comptable. Et il y aura de nouvelles pandémies et on aura besoin de masques. Hein, voilà. Et donc on révèle hein, ce mensonge d'État. Ça nous rend très très populaire et beaucoup de monde s'abonne à Mediapart. Mais on est un journal indépendant. Et on a d'autres infos qui font qu'à l'inverse, les mêmes gens, une partie des mêmes gens qui se sont abonnés à Mediapart ont été très déçus quand nous avons fait tomber de sa notoriété, de sa réputation excessive, Didier Raoult. Que la chloroquine, ça ne marchait pas, qu'il était hors de son domaine de compétences, qui disait que c'était une petite grippe, voilà, que c'est pas parce qu'il avait un institut sur les maladies tropicales qu'il pouvait dire... Et on a montré que certains des processus de laboratoire ne respectaient pas les protocoles. Du coup, depuis, c'est devenu des enquêtes indépendantes, voire qui ont confirmé tout ce qu'on a publié. Et puis, on a révélé la gestion autoritaire de son institut, etc. Du coup, on a eu des gens qui ont été pris de panique, et ce qui est compréhensible par la pandémie, qui se sont mis à douter de tout le monde médical, qui se sont accrochés à ce gourou et qui ont dit mais ça y est, Mediapart a été rattrapé par Big Pharma et payé par les labos, etc. Non, ce n'est pas. Mais voilà. Mais un journal indépendant, c'est aussi celui qui parfois déplaît, va bousculer ses lecteurs. Voilà, ça arrive. Je pense que il ne s'agit pas de faire la morale aux gens, il s'agit d'avoir un imaginaire, comme je dis, tenir la digue, c'est-à-dire un imaginaire qui rassemble, qui fait qu'on se retrouve sur des causes communes. Je prends souvent l'exemple du grand mouvement social sur les retraites. Dans ce moment-là, on ne s'en prenait plus aux immigrés, c'était plus l'obsession de l'étranger, on se retrouvait sur les causes communes. C'est-à-dire plus on brutalise la démocratie comme pratique, comme culture, avec des contre-pouvoirs, les organisations syndicales font partie de l'exercice démocratique, plus évidemment on désespère et puis on ouvre la voie à la chasse au bouc émissaire comme réponse à nos problèmes, alors qu'évidemment ça ne répond à aucun problème. Donc oui, c'est une question aussi d'imaginaire, de comment on se tient collectivement, et puis aussi de révélation hein, sur les discriminations, sur les violences policières. On a évidemment les violences policières illégitimes, on a fait évidemment beaucoup d'investigations, et aujourd'hui on fait des investigations avec de nouvelles pratiques. Hein. On utilise aussi tout ça, ça filme, on utilise parfois des données venues de caméras de surveillance, ce qu'on appelle des données en source ouverte, hein, y compris dans des contextes guerriers, cela existe. Il y a y compris une
une structure qui est indépendante, qui s'appelle Forensic Architecture, qui fait des travaux d'enquête comme ça, en prenant toutes les données numériques qu'il peut y avoir sur une scène de crime, sur un bateau où il y avait des réfugiés dans la Méditerranée et tous les autres bateaux se sont détournés, sur un tir qui en fait a tué, d'où venait-il, etc. Donc voilà, il faut le faire sur tout ça et on a montré sur les violences, y compris des violences racistes commises parfois par des gens en uniforme, c'est ce qui a permis de le prouver. Après, sur la madame, en fait, c'est une chronique que j'ai faite chez des jeunes, comme on dit, des jeunes, là, chez Baxit. Ils m'ont demandé, et ils m'avaient demandé de faire une chronique, et je leur ai dit, ben voilà, ça tombe mal parce que j'ai pas de mots. Et en fait, voilà, les mots me manquent. Le refrain de cette chronique, c'est les mots me manquent par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous avons. Alors en même temps, comme on dit certains commentateurs, les mots te manquent, mais t'en fais des tonnes quand même. Donc, mais c'était une façon de dire que nous sommes un peu sidérés par ce dont nous sommes témoins aujourd'hui et une façon de nous inviter à ne pas être dans l'indifférence et à ne pas nous laisser prendre comme des lapins dans les phares par tout ça. Sur Julian Assange, vous avez entièrement raison. Alors, comment dire, Julian Assange, il a été amené à faire une sorte de prise de judo, parce que c'est une prise de judo. Il est libre, mais en fait, ce qu'il a fait, c'est que pour arriver à en finir, parce que quand même, il a eu un temps de privation de liberté pour avoir simplement fait du journalisme terrible. Oui, oui, je sais. Je l'ai même rencontré avant la prison, dans le moment de résidence surveillée en Grande-Bretagne. On avait raconté ça et on était partenaire de Wikileaks à ce moment-là. Et donc, il a fait une prise de judo, parce que comme il le dit, il dit, voilà, en fait, j'ai dû dire que j'étais coupable de quoi? De faire du journalisme. Les États-Unis disait qu'il était coupable d'être un espion, d'être au service d'une puissance étrangère. Et lui, il dit non, je suis coupable d'avoir fait du journalisme. Et donc, il renvoie comme une prise de judo au pays du premier amendement de la Constitution américaine. Et voilà, j'ai fait du journalisme. Et vous trouvez que c'est une culpabilité. Et ce qu'il a très bien dit au Conseil de l'Europe, hein, où il a été accueilli. Par ailleurs, comme vous avez vu, hein, il le dit lui-même, il faut qu'il prenne le temps de se reconstituer, hein, parce que ça a été, voilà, c'était. Alors, en même temps, c'est là où je fais une différence qu'il faut toujours faire, hein, entre des pays où être journaliste, c'est mourir. Voilà, je rappelle que l'opposant de Poutine, qui est mort récemment en prison, Navalny, une de ses armes était l'enquête d'investigation, hein, y compris une grande vidéo que nous avons reprise avec Mediapart sur le palais de Poutine en Crimée. Et Navalny, bon, bah, il a été probablement assassiné en prison. C'est toute la différence. Bien sûr qu'il y a des attaques contre la presse, bien sûr qu'il y a dans nos pays des menaces, bien sûr qu'il y a des atteintes aux libertés de la presse. Mais seule chose, oui, allez-y. Arman Soldin. Arman Soldin. Oui, Ukraine. Oui. Oui, je vais regarder. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, tant qu'on peut le dire, on a une certaine forme de liberté, alors qu'il y a des pays, merci madame, il y a des pays où on ne peut pas le dire, hein, c'est toute la différence. Hein. Et voilà, donc voilà, je pense qu'il faut faire la différence entre des pays où le journalisme est réprimé, mais néanmoins nous pouvons protester, nous pouvons, voilà, et des pays où il est annihilé et où il n'a aucun droit de citer. Je vous remercie de votre attention.